La jeune fille de la campagne a manqué l'entretien de ses rêves pour aider un vieil homme dans la rue. Sans savoir qu'il était, Camille Moreau n'avait jamais imaginé que ses pas l'amèneraient un jour jusqu'au cœur battant de Paris. Native d'un petit village verdoyant de Normandie, où les saisons dictaient le rythme des jours et où les visages étaient tous connus, elle portait en elle l'énergie discrète de ceux qui ont grandi loin du bruit, mais près de l'essentiel. À 28 ans, après des années d'efforts constants, de bourses d'études arrachées à force de lettres sincères et de petits boulots dans des cafés trop bruyants pour réviser tranquillement, elle tenait enfin entre les mains une chance inespérée. Un entretien avec la plus grande entreprise de design durable de France, Durand & Fils. La veille, elle n'avait presque pas dormi. Ses pensées tournaient en boucle. Que porter, comment se présenter, comment convaincre en quelques minutes qu'elle méritait sa place. Elle, la fille de personne, sans réseau ni recommandation. À 6h30 du matin, elle était déjà debout. Elle avait choisi avec soin une tenue simple mais soignée, repassée à la perfection. Un tailleur gris clair, des chaussures plates, pratiques pour marcher dans les rues pavées, et un foulard bleu nuit que sa mère lui avait offert le jour de son départ pour Paris. Il était devenu son porte-bonheur discret. Dans sa mallette en cuir brun, usée par les années d'aller-retour entre stages et espoirs, elle avait glissé plusieurs copies de son CV, un portfolio méticuleusement imprimé et un carnet de croquis relié à la main. Ce carnet, c'était son trésor. Des idées griffonnées au fil des jours, des objets pensés pour simplifier la vie, des systèmes astucieux pour ceux que le design oubliait trop souvent. Ce matin-là, Paris était encore enveloppé d'une lumière pâle. Le ciel hésitait entre nuages et promesses de soleil. Camille descendit les escaliers de l'immeuble où elle logeait en colocation, salua la boulangère en bas de la rue, puis s'engagea dans un trajet qu'elle avait répété la veille, chronomètre en main. Elle avait exactement 42 minutes pour rejoindre les bureaux de Durand & Fils, situés dans un immeuble moderne du 17e arrondissement. Son entretien était prévu à 9h précises. Chaque pas résonnait dans sa poitrine comme un battement d'espoir. Elle regardait les vitrines, les façades anciennes, les passants pressés. Tout était neuf et pourtant familier, comme si la ville elle-même retenait son souffle avec elle. Elle se répétait mentalement les phrases d'introduction qu'elle voulait dire, les points forts de son parcours, les anecdotes qui pourraient marquer l'esprit de ses interlocuteurs. Arrivée à la hauteur d'une petite place arborée, elle ralentit légèrement le pas. Il lui restait 18 minutes. Elle aurait encore le temps de se rafraîchir dans le hall, de vérifier une dernière fois ses papiers. Elle s'apprêtait à traverser la place quand soudain, une scène vint briser la continuité de sa matinée parfaitement planifiée. Un bruit sourd, une silhouette vacillante. Un homme âgé venait de tomber juste devant elle. Il avait glissé sur une dalle humide, ses sacs en plastique éparpillés autour de lui, une canne roulant jusqu'au trottoir opposé. Camille s'arrêta net. Tout se figea autour d'elle. Le monde continua de tourner. Les passants évitèrent la scène, baissèrent les yeux, pressèrent le pas. Personne ne s'approchait. Elle, debout avec sa valise de rêve à la main, sentit son cœur se serrer. Elle jeta un coup d'œil rapide à sa montre. 9h moins 18. Si elle l'aidait maintenant, elle risquait de tout perdre. Son avenir, son entretien, sa seule opportunité réelle depuis des années. Un dilemme cruel, compressé en quelques secondes. Elle entendait encore son professeur de design social dire « Ce que vous créez doit répondre à un besoin humain réel. Mais avant cela, soyez humain, vous-même. » Elle respira profondément, s'agenouilla lentement auprès de l'homme et posa une main légère sur son épaule. « Monsieur, vous m'entendez? Est-ce que vous avez mal quelque part ?» L'homme gémit faiblement, tenant son bras gauche d'une main tremblante. Il était bien habillé, bien que ses vêtements soient froissés par la chute. Son regard d'abord confus croisa celui de Camille avec une lueur d'étonnement. Il murmura quelque chose qu'elle ne comprit pas immédiatement, mais son visage disait tout. Douleur, gêne et un soupçon de fierté blessée. Elle posa sa mallette à côté, sortit doucement le foulard bleu de son cou et observa rapidement son bras. Il ne semblait pas cassé, mais il fallait le soutenir. D'un geste précis, elle improvisa une écharpe de fortune, le temps d'appeler les secours. Puis elle l'aida à s'asseoir sur un banc proche, ramassant au passage les sacs éparpillés. Le silence du matin s'était transformé en une tension silencieuse entre urgence et devoir. Camille ne regardait plus l'heure. La canne avait roulé jusqu'au bord du trottoir, s'immobilisant entre deux pavés comme si elle fuyait la scène en silence.
Camille, tout en maintenant le bras de l'homme dans une position stable, suivit son regard qui glissait vers cet objet devenu soudainement vital. Sans attendre, elle se leva, la récupéra et la plaça à portée de sa main. L'homme hocha doucement la tête, un remerciement muet. Il ne parlait toujours pas, du moins pas assez fort pour qu'elle comprenne. Mais dans ses yeux, il y avait cette chose difficile à décrire, un mélange de honte, de douleur physique et de cette fierté raide que seuls les hommes âgés de sa génération portent encore comme une armure. Autour d'eux, Paris continuait de passer, indifférente. Des pas pressés résonnèrent sur les dalles, des voix s'élevèrent brièvement avant de se perdre, des vélos frôlèrent les trottoirs sans jamais ralentir. Personne ne s'arrêtait. Camille se sentait soudainement étrangère à cette foule invisible, elle qui croyait encore quelques minutes plus tôt faire partie d'un tout plus grand, d'un avenir enfin accessible. Elle regarda sa montre. 9h moins 12. Si elle appelait une ambulance, elle ne serait jamais à temps pour l'entretien. Peut-être si elle se contentait de vérifier qu'il pouvait marcher, si elle lui remettait sa canne et reprenait son chemin. Mais l'homme tremblait. Son bras gauche pendait légèrement, comme engourdi, et il fronçait les sourcils à chaque mouvement. Elle ne pouvait pas le laisser là. Elle n'était pas ce genre de personne. Camille prit son téléphone, appela les urgences et expliqua la situation. Elle donna le nom de la place, les signes visibles de la blessure, l'âge estimé de l'homme. On lui demanda de rester avec lui jusqu'à l'arrivée d'une équipe. Elle accepta sans discuter, s'assit à côté de lui, en silence. Les minutes passèrent lentement, pesantes. Elle tenta de lui adresser la parole à nouveau, cette fois avec un peu plus de douceur. « Vous vous appelez comment, monsieur ?» Il répondit après un silence d'une voix grave et cassée, « Étienne, Étienne Durand. » Elle nota inconsciemment la coïncidence de nom avec l'entreprise, mais Paris regorgeait de Durand. Ce n'était qu'un nom. Elle hocha la tête sans faire de commentaires, respectant la réserve de l'homme. Il avait fermé les yeux, respirait plus calmement maintenant, appuyé contre le dossier du banc. Elle voyait dans ses traits quelque chose de digne, malgré la chute, malgré le moment. Une certaine noblesse qui n'avait rien à voir avec les vêtements ou l'élocution, mais avec la manière dont il supportait la situation. À 9h moins 3, l'ambulance tourna enfin au coin de la place. 2 ambulanciers descendirent rapidement. Camille se leva, les guida, leur expliqua ce qui s'était passé, montra le bras, décrivit l'état initial. Les hommes firent leur travail avec efficacité, posant des questions techniques, testant les réactions du bras, palpant les zones sensibles. Elle resta un peu en retrait, observant. Quand ils le soulevèrent doucement pour le mettre sur la civière, Étienne se tourna vers elle. « Vous n'étiez pas pressée ?» Elle eut un rire bref, presque triste. « Si, mais pas assez pour vous laisser là. » Il la fixa et pour la première fois depuis qu'il avait parlé, un léger sourire étira les commissures de ses lèvres. « Vous êtes de celles qu'on oublie rarement. » Elle baissa les yeux, gênée. Il lui tendit la main droite, celle qui n'était pas blessée. « Votre nom, mademoiselle ?» Elle hésita. Ce n'était pas le moment. Ce n'était pas utile. Et pourtant, elle ouvrit sa mallette, sortit un petit carton blanc. Pas une carte de visite professionnelle. Elle n'en avait pas les moyens, mais un morceau de papier épais sur lequel elle avait soigneusement calligraphié son nom, son adresse mail et un lien vers son portfolio en ligne. Elle le lui tendit. Camille Moreau. Il lut le nom lentement comme s'il le grava dans sa mémoire. Merci Camille Moreau. L'ambulance s'éloigna quelques minutes plus tard et elle resta seule sur le banc. Le silence était revenu. Sa montre indiquait 9h17. L'entretien avait commencé depuis bien longtemps. Elle savait ce que cela signifiait. Elle n'avait aucune chance d'y arriver maintenant, même si elle courait, même si elle suppliait. Elle prit une profonde inspiration, serra les dents, se leva et reprit le chemin du boulevard principal. En marchant, elle composa le numéro de l'accueil de Durand & Fils qu'elle avait inscrit à l'arrière de son carnet. Une voix polie mais distante lui répondit. « Bonjour Durand & Fils, j'écoute. Bonjour, ici Camille Moreau. J'avais un entretien ce matin à 9h avec le département de design. Je suis vraiment désolé, mais il m'est arrivé un contretemps important. J'ai dû aider un monsieur blessé sur la voie publique. Je comprends que ce soit inhabituel, mais j'aimerais savoir s'il est possible de reprogrammer. » Un silence. Puis une voix sèche, presque mécanique. « Je suis désolé, mademoiselle Moreau, mais les entretiens ne sont ni déplacés ni reprogrammés. Bonne journée. » Et la ligne coupa. Camille resta figée au milieu du trottoir. Téléphone en main,
le cœur battant fort. Elle avait tout perdu. Elle le savait. Il n'y aurait pas de seconde chance. Pas dans une entreprise aussi convoitée. Pas dans une ville comme celle-ci. Elle respira lentement, replaça le téléphone dans son sac et se remit en marche. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Arrivée à son quartier, elle monta lentement les escaliers jusqu'à son petit studio mansardé. Elle s'assit sur le lit, sans ôter ses chaussures, et resta là un long moment, les yeux fixés sur le mur blanc. Son foulard bleu était taché de sang à l'endroit où elle l'avait noué pour soutenir le bras du vieil homme. Elle le tenait entre ses mains, comme un drapeau déchiré d'une bataille qu'elle n'avait pas choisie, mais qu'elle n'avait pas pu ignorer. Dans un coin de la table, la mallette était restée fermée. Dedans, ses rêves dormaient à nouveau, repoussés. Mais quelque chose avait changé. Elle l'ignorait encore. Le silence du studio n'était troublé que par le faible bourdonnement du réfrigérateur et les sons diffus de la rue. Camille, toujours assise sur le bord du lit, tenait le foulard entre ses mains. Le tissu bleu taché d'une trace brune presque sèche. Elle n'avait pas bougé depuis qu'elle était rentrée. La montre à son poignet marquait maintenant 11h20, mais pour elle, le temps avait cessé d'avoir une quelconque valeur. Elle avait perdu. Pas seulement un rendez-vous, mais ce qui représentait des années de sacrifices, de nuits sans sommeil, de renoncements qu'aucun CV ne saurait raconter. Durand & Fields ne rappelait jamais. Elle le savait, comme tous les jeunes diplômés du domaine. C'était une règle tacite, une réalité cruelle du milieu. Il recevait des milliers de candidatures et chaque créneau d'entretien était considéré comme une faveur, un privilège réservé à quelques-uns. Camille n'avait pas eu de piston, ni de nom célèbre derrière elle. Ce qu'elle avait présenté pour obtenir ce rendez-vous, c'était uniquement son travail, son acharnement, sa volonté obstinée. Et maintenant, tout cela semblait n'avoir servi à rien. Elle se leva lentement, se dirigea vers la kitchenette, se servit un verre d'eau. L'amertume dans sa gorge était plus épaisse que la soif. Elle prit son ordinateur, l'ouvrit, vérifia ses emails. Rien. Ni excuse, ni surprise, ni message inattendu. Le message sec de la secrétaire résonnait encore dans sa tête. Les entretiens ne sont ni déplacés ni reprogrammés. Elle relut plusieurs fois la phrase, comme si l'amertume pouvait s'adoucir à force d'y être confrontée. Son regard glissa alors vers le coin du bureau où elle avait laissé sa mallette. Elle l'ouvrit, sortit le portfolio, le feuilleta rapidement. Les croquis, les prototypes, les présentations, tout était là. Mais inutile désormais. Une rage sourde monta en elle, non pas contre l'homme qu'elle avait aidé, ni contre l'entreprise, ni même contre elle-même. C'était une colère floue, contre un système entier qui valorisait la performance au détriment de la compassion. Un monde où les actes de bonté pouvaient se payer par une mise à l'écart définitive. Mais elle ne pouvait pas pleurer. Les larmes ne venaient pas. À la place, un vide. Et dans ce vide, une seule question. Et maintenant? Camille n'avait pas d'économie. Tout ce qu'elle possédait tenait dans cette chambre et dans une valise sous le lit. Son travail de serveuse dans un petit restaurant du 18e arrondissement lui permettait à peine de payer sa part du loyer et ses repas quotidiens. Elle avait misé sur cette entrevue comme d'autres misent sur un billet de loterie, avec la différence que son billet, elle l'avait gagné à la sueur de chaque jour. Et voilà qu'on le lui avait retiré sans préavis. Le lendemain, elle se réveilla plus tôt que d'habitude. Sans même y penser, elle prit une douche, s'habilla avec simplicité, noua ses cheveux en chignon et enfila ses chaussures de marche. Elle sortit, descendit la rue vers le restaurant où elle travaillait. L'ambiance y était toujours la même. Les odeurs de café brûlé, le tintement des couverts, les commandes criées à la volée. Les clients matinaux s'installaient avec leur journal ou leur téléphone. Certains habitués lui adressaient un signe de tête en guise de bonjour. Camille souriait mécaniquement, servait, nettoyait, encaissait. Son corps bougeait, son visage jouait le rôle attendu, mais son esprit était ailleurs. Pendant ses pauses, elle envoyait des candidatures, à des agences plus petites, à des ateliers indépendants, à des start-up aux moyens limités. Elle personnalisait chaque lettre de motivation, adaptait son portfolio en fonction du profil recherché. Mais les réponses tardaient à venir. Quand elles arrivaient, c'était pour lui dire que le poste avait été pourvu ou que son profil ne correspondait pas tout à fait à leurs besoins actuels. Le soir, elle rentrait vidée. Chaque jour ajoutait une pierre à la lassitude. Et pourtant, elle ne cessait pas. Elle refusait de renoncer à son rêve.
Elle avait quitté son village pour quelque chose de plus grand, pas pour une série de quarts de travail dans un restaurant anonyme. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à fermer son ordinateur, elle revit le visage de l'homme dans la rue, Étienne. Elle se demanda s'il allait bien, si son bras s'était rétabli, s'il avait conservé son petit carton griffonné. Elle secoua la tête. À quoi bon penser à cela? Il ne savait rien d'elle, sinon un prénom et un acte de circonstance. Il l'aurait sans doute déjà oublié, et même s'il s'en souvenait, cela ne changerait rien à sa situation. Mais au fond, elle espérait que ce geste ait eu un sens, que cela ait servi à quelque chose. Elle n'attendait pas de récompense, ni de retour, seulement que sa décision n'ait pas été vaine. 3 jours plus tard, en pleine journée, entre 2 services, elle reçut un appel inconnu. Elle hésita à décrocher. Finalement, elle le fit. « Allô ?» Un silence. Puis une voix posée, grave. « Mademoiselle Moreau ?»« Oui, c'est moi. Je suis l'assistant personnel de Monsieur Étienne Durand. Il vous fait dire qu'il vous remercie sincèrement pour votre aide et qu'il aimerait, si vous en êtes d'accord, pouvoir vous recontacter prochainement. » Camille ne répondit pas tout de suite. Elle comprenait à peine. Étienne Durand? Ce nom. Était-ce vraiment le même? L'homme dans la rue? Elle se redressa, son cœur battant plus vite. « Pardon, avez-vous dit? Étienne Durand? »« Oui, madame. Monsieur Durand vous a rencontré la semaine dernière. Il vous a demandé votre nom et a conservé vos coordonnées. Oui, bien sûr, dites-lui que je suis touché et que je reste à disposition s'il souhaite me contacter. Très bien. Vous recevrez un message de sa part sous peu. » La ligne coupa. Camille resta un long moment à fixer son téléphone. Étienne Durand. Était-ce une simple coïncidence ou était-ce vraiment lui, l'homme derrière Durand & Fils, le fondateur même de l'entreprise qu'elle avait tant espéré intégrer? Elle sentit son souffle s'accélérer. Pour la première fois depuis des jours, quelque chose vibrait en elle. Pas une promesse, pas encore un espoir, mais un frémissement, une possibilité. Les jours suivants s'étirèrent comme une suite de matins identiques. Camille se levait, préparait son café instantané dans la kitchenette, s'installait devant son ordinateur et reprenait l'envoi de candidatures. Chaque document envoyé représentait une nouvelle tentative, mais aussi une goutte d'espoir qu'elle savait de plus en plus fragile. Elle personnalisait chaque message, réécrivait les phrases d'introduction, reformulait ses compétences, réduisait parfois son expérience pour ne pas paraître prétentieuse. Mais rien ne semblait suffisant. Les rares retours qu'elle recevait se résumaient à des réponses génériques ou à des refus polis. L'un d'eux la remerciait pour l'originalité de son parcours, tout en précisant qu'il préférait un profil plus adapté à la dynamique urbaine contemporaine. Une autre agence lui écrivit qu'ils appréciaient son approche, mais qu'ils ne pouvaient pas envisager de collaboration avec quelqu'un sans référence dans le milieu. Camille n'était pas surprise. Elle avait toujours su que son origine provinciale, son absence de réseau et ses études dans des établissements peu prestigieux seraient des obstacles. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'était à quel point ces éléments seraient suffisants pour l'exclure systématiquement. Elle n'avait jamais demandé un traitement de faveur, seulement une chance équitable. Mais à Paris, il semblait que cette équité n'existait que dans les brochures universitaires. Alors elle se replongea pleinement dans son emploi de serveuse. Le restaurant ne payait pas bien, mais c'était régulier. Elle travaillait 6 jours sur 7, souvent jusqu'à tard le soir, et s'épuisait à sourire à des clients qui ne la regardaient même pas. Le patron, un homme bourru mais honnête, lui faisait confiance. Elle ne comptait plus les heures, ni les pourboires. Son salaire partait dans le loyer, la nourriture, les frais de transport. Elle vivait avec rigueur, refusant toute dépense inutile. Elle ne sortait plus, ne voyait presque personne. Ses collègues de travail, pour la plupart, étaient dans la même situation. Des jeunes venus d'ailleurs, sans famille proche, tentant de survivre dans une ville qui ne faisait pas de cadeaux. La seule distraction de Camille était ses carnets de croquis. Chaque soir, une fois rentrée, elle s'asseyait à son bureau et dessinait. Des idées de mobilier fonctionnel, des objets simples pensés pour des espaces exigus, des solutions abordables pour des établissements scolaires en milieu rural, inspirés de ses souvenirs d'enfance. Ces projets n'étaient pas destinés à être vus. C'était sa manière de ne pas perdre le lien avec ce qu'elle aimait, de maintenir vivante sa vocation. Elle pensait parfois à Étienne Durand. Depuis l'appel de son assistant, 1 semaine s'était écoulée sans nouvelles.
Elle n'en attendait rien, mais elle aurait menti en disant que cela ne l'intriguait pas. Était-ce vraiment lui, le fondateur de Durand Fields? Et s'il l'était, pourquoi ce silence? Peut-être avait-il été simplement poli. Peut-être qu'il s'agissait d'un autre Durand, et qu'elle s'était bercée d'une illusion. Elle se força à ne plus y penser. Elle avait d'autres priorités, comme payer le prochain loyer. Un soir, alors qu'elle nettoyait les tables du fond, elle tomba sur un journal abandonné sur une chaise. Par curiosité, elle le feuilleta. Une page intérieure attira son attention. Un article sur un projet pilote de design durable mené par Durand Fields dans une école du nord de la France. Il y avait une photo d'Étienne Durand, vêtu d'un manteau élégant, parlant à un groupe d'élèves. Elle reconnut immédiatement son visage. C'était bien lui, le vieil homme de la place. Elle resta immobile un instant, relisant le passage qui parlait de sa sensibilité sociale et de son intérêt personnel pour les initiatives humaines. Une phrase résonna plus fort que les autres. Le fondateur reste impliqué dans les choix stratégiques et s'implique personnellement dans certains projets spécifiques. Camille replia le journal, le glissa dans son sac et reprit son travail. Elle sentait en elle une tension nouvelle. Ce n'était pas de l'espoir, pas encore. Plutôt une curiosité mêlée à une frustration sourde. Il l'avait reconnu, il avait demandé son nom, son assistant avait appelé, et maintenant, rien. Le silence. 2 jours plus tard, alors qu'elle rentrait chez elle après un double service, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. Son nom était écrit à la main en lettres sobres sur un papier crème de très bonne qualité. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une carte. « Mademoiselle Moreau, je vous remercie encore pour votre aide précieuse. J'aimerais vous rencontrer à nouveau, dans un cadre plus confortable cette fois. Si vous êtes disponible, je vous attends mardi prochain à 11 h du matin au Café des Lignes, 7e arrondissement. Bien à vous, E.D. » Camille lut la carte 3 fois. Aucune signature complète, mais l'initiale suffisait. Elle sut immédiatement de qui il s'agissait. Elle n'avait jamais entendu parler de ce café. Elle chercha l'adresse sur son téléphone. Un établissement discret, peu connu du grand public, situé dans un quartier élégant. Elle regarda la date. Le rendez-vous était dans 3 jours. Pendant ce laps de temps, elle se prépara sans en parler à personne. Elle ressortit son tailleur gris, le repassa avec soin, nettoya ses chaussures, relut son portfolio. Mais cette fois, elle ne savait pas à quoi s'attendre. Ce n'était pas un entretien d'embauche. Rien ne garantissait que cela ait le moindre lien avec sa carrière. Elle ne se permettait aucune projection. Tout ce qu'elle savait, c'est que ce rendez-vous allait se produire et qu'elle irait. Le mardi matin, elle se leva avant l'aube, incapable de dormir davantage. Elle se prépara dans le silence du studio, prit un petit déjeuner léger, attacha ses cheveux et quitta l'appartement 1 heure à l'avance. Le métro était presque vide. Elle descendit à la station indiquée, marcha quelques rues et trouva enfin le café. Une devanture sobre, des rideaux blancs, un écriteau discret. Elle poussa la porte. L'intérieur était calme, feutré. Quelques clients lisaient ou travaillaient sur leurs ordinateurs portables. Assis près de la baie vitrée, un homme en costume 3 pièces se leva à son entrée. Il était impeccablement coiffé, portait une montre ancienne et tenait à la main une tasse à moitié vide. Il la regarda droit dans les yeux avec une expression à la fois familière et grave. « Mademoiselle Moreau ». Elle s'approcha, le cœur battant, et tendit la main. Il la serra doucement. « Monsieur Durand », dit-elle, « asseyez-vous, je vous en prie. » Elle s'exécuta, toujours sans comprendre ce qu'elle faisait là, mais dans son regard, elle perçut une intensité qui ne laissait aucun doute. Ce rendez-vous n'avait rien de banal. Camille n'avait pas fermé l'œil de la nuit qui avait précédé le rendez-vous. La carte de visite, sobre et pourtant lourde de sens, restait posée sur la table à côté de son carnet de croquis. Elle l'avait relue à plusieurs reprises. Chaque mot imprimé semblait gagner en intensité à chaque lecture. Ce rendez-vous, aussi informel qu'il puisse paraître, représentait un tournant qu'elle n'arrivait pas encore à définir. Pourquoi voulait-il la revoir? Pourquoi l'invitation dans un café discret plutôt qu'au siège social de l'entreprise? Que pouvait bien signifier cette initiative si soigneusement orchestrée? Elle s'efforçait de ne pas se laisser emporter par l'imagination. Elle avait appris à ne plus attendre grand-chose des élans soudains des gens puissants. Le monde professionnel, elle le savait, obéissait à des logiques qu'elle ne maîtrisait pas.
Pourtant, lorsqu'elle poussa la porte du Café des Lignes ce mardi matin, elle sut immédiatement que ce moment n'avait rien d'anodin. Étienne Durand se leva dès qu'il l'aperçut. Il n'y avait pas en lui l'ombre d'une hésitation. Il la salua comme on salue une personne attendue, pas une invitée hasardeuse. Son regard était calme mais attentif. Il l'observait, sans jugement apparent, comme s'il cherchait à capter quelque chose au-delà des mots. « Merci d'être venu », dit-il simplement. Camille hocha la tête, s'installa face à lui. Une serveuse s'approcha discrètement, prit leur commande. Étienne choisit un café noir. Camille demanda un thé vert, presque machinalement. Il commença sans détour. « Je voulais vous revoir depuis ce jour-là. J'ai repensé à votre geste bien plus souvent que vous ne pourriez l'imaginer. Beaucoup auraient passé leur chemin. » Camille répondit avec retenue. « Je n'ai pas fait cela pour être remarqué, monsieur Durand. »« Justement, c'est pour cela que je voulais vous parler. » Il marqua une pause, comme s'il pesait ses mots. « Ce jour-là, je rentrais d'une visite confidentielle dans une école partenaire. Je portais des vêtements simples pour ne pas attirer l'attention. Je suis tombé et vous m'avez aidé sans savoir qui j'étais. Vous avez sacrifié un entretien que vous attendiez depuis longtemps. Et après, vous avez disparu. Aucun message. Aucune tentative de compensation. Rien. » Camille pinça les lèvres. « Ce n'était pas nécessaire. Et j'étais persuadé que tout était perdu. » Il la regarda longuement puis sortit une petite enveloppe de sa veste. Il la poussa vers elle. « Ce n'est pas une compensation. Ce n'est pas un contrat non plus. C'est une proposition de conversation. » Elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une carte simple, au logo discret de Durand & Fils. Une adresse e-mail professionnelle y figurait, suivie d'un message manuscrit « Je souhaite vous proposer un projet. Si vous êtes d'accord, écrivez-moi. E.D. » Camille releva les yeux. Il poursuivit. « Je n'aime pas prendre des décisions hâtives, et je ne crois pas au coup de foudre professionnel, mais j'ai mené quelques vérifications. J'ai demandé à mes équipes de retrouver votre dossier. J'ai lu votre lettre de motivation. J'ai feuilleté votre portfolio. » Elle sentit son cœur s'accélérer. Étienne Durand, le fondateur lui-même, avait pris le temps d'étudier son travail. « Votre style est brut mais inventif. Vos idées sont franches. Pas de décorations inutiles. Vous pensez fonctionnel et cela m'intéresse. J'ai moi-même commencé avec peu. J'accorde de l'importance à ce qui vient des marges. Et vous venez des marges. » Camille ne savait que répondre. Elle n'avait jamais été ainsi évaluée. Pas comme une candidate parmi d'autres, mais comme une personne entière. Il ajouta plus bas. « Je ne vous propose pas un poste, pas tout de suite. Ce serait injuste pour ceux qui ont suivi les procédures habituelles. Mais je vous propose une autre voie. J'ai un projet parallèle que je développe à l'écart des regards. Il ne figure pas dans nos rapports officiels. Il s'agit d'un programme expérimental lié à l'inclusion à l'utilité sociale du design. C'est risqué. Ce n'est pas valorisé par les actionnaires, et c'est pour cela que j'ai besoin de quelqu'un comme vous. » Camille resta un instant silencieuse. Tout cela semblait irréel. Elle chercha ses mots. « Vous me dites que vous voulez que je travaille avec vous, hors du cadre officiel ? » « Exactement. Je veux observer comment vous travaillez, comment vous réfléchissez, et surtout, comment vous interagissez avec un environnement difficile. Ce n'est pas un test, c'est une collaboration discrète mais réelle. Elle peut ne mener à rien, ou bien à tout. À vous de voir. » Elle réfléchit. Ce n'était pas un emploi traditionnel. Il n'y avait aucune sécurité, aucun contrat signé. Mais c'était un accès direct à un projet concret, au cœur même d'un univers qu'elle n'aurait jamais pensé pouvoir intégrer. Elle savait que c'était à prendre ou à laisser. « Je veux bien, » dit-elle doucement, « mais à une condition. » Étienne arqua un sourcil. « Je veux être traitée comme une professionnelle, pas comme un geste de remerciement, pas comme un symbole. Si je participe, je veux que mon travail parle pour moi. » Un léger sourire se dessina sur les lèvres du vieil homme. « Voilà exactement pourquoi je vous ai contacté. » Ils restèrent encore une demi-heure à discuter des détails pratiques. Elle ne devait informer personne. Elle travaillerait sur une plateforme interne, protégée par mot de passe. Elle aurait accès à certains fichiers, certaines ressources. Une enveloppe budgétaire minimale lui serait allouée. Étienne serait son seul interlocuteur au départ. Il l'observerait, interviendrait peu. Le reste dépendrait entièrement d'elle. En quittant le café, Camille sentit une fatigue douce s'installer, mais cette fois, ce n'était pas l'épuisement de l'échec.
C'était une tension nouvelle, faite de concentration, de prudence, mais aussi d'un commencement inattendu. Elle ne savait pas ce que cela deviendrait. Elle n'avait aucune garantie, mais elle avait une chance, pas une faveur. Une opportunité réelle, fondée sur ce qu'elle avait montré sans le vouloir. Sa capacité à agir sans attendre de retour. Et cela, dans une ville comme Paris, valait plus qu'un simple entretien. Camille n'avait pas encore refermé la porte de son studio que son téléphone vibrait déjà avec un nouveau message. L'expéditeur était inconnu, mais l'adresse appartenait bien au domaine de l'entreprise Durand & Fils. Le message était concis, professionnel, sans détour. Bienvenue dans le programme latéral. Accès temporaire activé. Veuillez utiliser l'identifiant transmis pour consulter les documents préliminaires. Signé simplement, direction exécutive. En pièce jointe, un document d'une page contenant des identifiants chiffrés, un mot de passe unique et un lien vers une interface sécurisée. Aucun nom n'était mentionné. Rien qui puisse trahir officiellement l'existence de ce programme. Cela confirmait que ce qu'Étienne Durand avait évoqué n'était pas une lubie ou une simple expérience à l'écart. C'était réel, tangible, structuré et surtout secret. Elle alluma son ordinateur sans perdre une seconde. Le site en question ne figurait dans aucun moteur de recherche classique. L'accès nécessitait une double authentification. Lorsqu'elle entra ces informations, un portail sobre s'ouvrit. L'interface était minimaliste, sans logo, sans image, uniquement des menus déroulants portant des titres comme Objectif, Prototype en cours, Partenaire potentiel, Contraintes budgétaires. Elle parcourut les sections avec une attention extrême. Le programme portait sur le développement de solutions de design inclusif à destination des institutions éducatives sous-financées. Il s'agissait de créer des objets, des structures et des outils pensés pour améliorer le quotidien des élèves dans des contextes de précarité, en France, mais aussi dans certains territoires d'outre-mer. Les mots employés dans les descriptions respiraient la rigueur, mais aussi une vision humaniste inattendue dans un univers dominé par la rentabilité. Au fil des heures, Camille réalisa l'ampleur du défi. Les budgets alloués étaient faibles, les contraintes logistiques nombreuses, les partenaires souvent instables. Le projet avait été proposé en interne par Étienne Durand lui-même, mais s'était heurté à de nombreuses réticences. Elle reconnut, à travers certaines notes anonymes dans les commentaires internes, le scepticisme habituel des cadres dirigeants, non rentables, non prioritaires, enjeux d'image non immédiats. Cela expliquait le silence autour de l'initiative. Étienne l'avait visiblement soustraite aux circuits traditionnels de décision. Camille passa toute la nuit à lire, analyser, prendre des notes. Elle ne se permettait pas encore d'intervenir, mais déjà les idées affluaient. Elle retrouvait une énergie créative qu'elle croyait éteinte. Elle comprenait désormais pourquoi il avait tenu à ce qu'elle reste discrète. Elle représentait une carte blanche, un regard extérieur, libéré des attentes internes. Mais plus encore, elle représentait pour lui une preuve que ce projet pouvait attirer un autre type de talent hors des circuits élitistes habituels. Le lendemain, elle reçut un second message. Cette fois, il provenait directement d'Étienne Durand. Toujours aussi bref, « Je vous invite à déjeuner demain, 13 h, restaurant du Musée des Arts et Métiers, réservé à mon nom. » Aucun mot superflu, aucune explication. Camille confirma sa présence. Elle s'y rendit à l'heure dite, vêtue simplement mais avec un soin particulier. Elle savait qu'il s'agissait d'un test, d'un moment crucial, où il allait, peut-être, lui dire enfin ce qu'il attendait réellement d'elle. Le restaurant était sobre, élégant, fréquenté surtout par des universitaires et des architectes. Étienne était déjà installé à une table du fond, en retrait, comme à son habitude. Lorsqu'elle arriva, il se leva, lui serra la main et lui désigna le siège en face. « J'ai lu votre carnet de notes », dit-il dès qu'elle s'assit. Camille eut un mouvement de surprise. « Vous avez déjà accès à ce que je consulte ?»« Pas tout, seulement ce que vous laissez dans la section partagée. Ce que vous notez en public est lu, et ce que vous notez est intéressant. » Elle se redressa légèrement. Ce qu'elle pensait être un simple espace personnel avait en fait déjà été observé. « Je voulais voir comment vous interpréteriez les contraintes. Vos remarques sur l'ergonomie des bancs d'école sont pertinentes, et votre idée d'un kit de mobilier adaptable pour les écoles rurales mérite qu'on l'approfondisse. » Camille sentit un frisson d'adrénaline. C'était la première fois qu'un professionnel de ce niveau
reconnaissait explicitement la valeur de ses idées. Étienne poursuivit. « J'ai fondé Durand & Fields il y a 40 ans, avec l'intention de changer la manière dont on pense le mobilier urbain. Pas pour le luxe, mais pour l'utilité. Au fil des années, la logique économique a pris le dessus. C'est inévitable. Les grandes structures deviennent lentes, prudentes. Moi, je veux redevenir rapide. Et je ne peux pas le faire à découvert. Les autres ne comprendraient pas. Ils pensent que je m'accroche à une utopie. Et moi, je suis votre détour discret? Non. Vous êtes ma possibilité de bifurcation. Une bifurcation n'est pas une fuite. C'est une alternative. Vous n'êtes pas une recrue. Vous êtes un pari. » Camille prit une gorgée d'eau pour masquer l'émotion. Elle ne voulait pas paraître impressionnée, mais elle l'était. Étienne lui parlait avec la franchise d'un mentor, sans condescendance, sans mise en scène. Elle lui demanda enfin « Pourquoi moi ? Vous auriez pu choisir un designer avec plus d'expérience ou même créer un concours interne. » Il haussa légèrement les épaules. « Justement pour cela, parce que vous n'avez rien à prouver à ceux qui m'entourent. Vous n'avez aucun intérêt à me flatter. Et surtout parce que votre regard est vierge de compromis. » Ils discutèrent pendant plus d'1 heure, échangeant sur des détails de conception, des références historiques, des contraintes techniques. Étienne connaissait son sujet sur le bout des doigts, mais ce n'était pas un monologue. Il l'écoutait réellement. Il voulait comprendre sa manière de penser, ses réactions aux problèmes posés. À la fin du repas, il lui tendit un petit carnet. C'est un carnet de mission. Rien d'officiel. Il contient des coordonnées, des accès à des ateliers partenaires et une carte de transport illimitée pour vos déplacements liés au projet. Vous n'avez pas de compte à rendre, si ce n'est à moi. Je vous demande juste d'être honnête dans vos retours. Si quelque chose ne fonctionne pas, dites-le. Si une idée échoue, documentez l'échec. » Camille serra le carnet contre elle comme un objet précieux. Ce n'était pas une embauche. Ce n'était pas une promesse. Mais c'était un rôle réel dans une initiative qui pouvait porter du sens. Lorsqu'elle rentra chez elle ce soir-là, elle comprit que tout avait changé. Non parce qu'elle avait reçu une chance unique, mais parce qu'on l'avait vue, entendue, et qu'on lui avait donné une responsabilité fondée sur la confiance, pas sur le calcul. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne doutait pas de sa place. Elle n'était plus seulement une aspirante, elle devenait actrice. Le carnet de mission entre les mains, Camille marchait dans les rues de Paris comme si quelque chose en elle avait basculé. Ce n'était ni de la fierté, ni de l'arrogance, mais une conscience nouvelle. On lui avait confié une responsabilité. Elle n'était pas là en tant que stagiaire ou débutante, mais comme interlocutrice directe d'un projet d'envergure, porté en secret par l'un des industriels les plus influents du pays. Elle savait que cela ne lui garantissait rien à long terme. Mais le fait même qu'Étienne Durand ait choisi de l'inclure dans cette initiative parallèle lui donnait une légitimité qu'aucun diplôme ou entretien classique n'aurait pu lui offrir. Elle passa la nuit à décortiquer les documents du carnet, épluchant les coordonnées, les cartes de contact, les descriptions d'ateliers partenaires. Il y avait là des indications précises, nom de fabricant, adresse d'anciens artisans ayant collaboré avec la maison Durand dans des périodes antérieures, suggestions de matériaux, budgets indicatifs et, surtout, un plan de route non linéaire. Rien n'était imposé. Chaque destination, chaque interaction semblait constituer un fragment d'un puzzle que Camille devait recomposer à sa manière. Étienne ne voulait pas piloter ce projet à distance. Il voulait un regard frais, capable de tisser des liens, d'inventer à partir du réel. Le lendemain matin, elle prit le premier métro en direction de Montreuil. L'un des ateliers mentionnés dans le carnet y était situé. Un hangar à l'écart, géré par un certain Alain Bourdieu, menuisier spécialisé dans le bois recyclé. L'homme d'une 50aine d'années l'accueillit avec une méfiance polie. Elle expliqua qu'elle collaborait sur un projet expérimental lié à l'accessibilité du mobilier scolaire, mentionna Étienne Durand sans trop insister, puis lui présenta quelques croquis tirés de son carnet personnel. Alain la regarda travailler en silence, puis lui proposa un café. Ce fut le début d'un dialogue technique et sincère. Durant 2 semaines, Camille visita 6 autres lieux. Une fabrique de plastique recyclé à Ivry-sur-Seine, une micro-entreprise de textile durable à Gennevilliers, un petit atelier de soudure dans le 20e arrondissement, un centre logistique abandonné transformé en lieu de prototypage. Chaque fois, elle se présentait avec la même honnêteté. Pas de poste officiel, pas de budget illimité, mais une vision, un objectif clair et une volonté d'écoute. Les artisans répondaient.
Non parce qu'ils étaient impressionnés, mais parce qu'elle leur parlait sans jargon, en posant les bonnes questions. Elle n'essayait pas de les convaincre, elle leur demandait conseil, et cela changeait tout. Une fin d'après-midi, alors qu'elle terminait une réunion avec un fabricant de pièces modulables, elle reçut un nouveau message d'Étienne. « Rendez-vous demain, même heure, même lieu. Le café des lignes, encore. » Elle s'y rendit sans savoir ce qu'il avait en tête cette fois. Il l'attendait, fidèle à son élégance discrète, en train de lire un rapport imprimé. « Asseyez-vous, Camille. J'ai lu vos retours sur les ateliers. C'est dense, très utile. » Elle resta droite, attentive. Il leva les yeux vers elle. « Je vais être direct. J'ai parlé de vous à un cercle restreint de collaborateurs, sans mentionner votre nom. Je leur ai décrit votre approche, votre itinéraire. Ils m'ont tous répondu la même chose. Cela ne fonctionnera jamais. Trop lent, trop artisanal, pas de retour immédiat. » Camille ne fut pas surprise. « Je m'en doute, c'est ce qu'on m'a toujours dit. » Étienne sourit. « Et c'est pour cela que je vais vous faire une proposition peu conventionnelle. » Il sortit un dossier en papier cartonné, le posa devant elle. « Ce projet parallèle que j'appelle latéral pourrait devenir un département à part entière, un pôle d'innovation sociale. Mais cela nécessiterait une tête, une personne capable de le penser, de le bâtir, de le défendre. Je veux que vous en soyez l'architecte, pas une employée, une co-créatrice. » Camille sentit sa gorge se serrer. « Mais je n'ai pas d'expérience de direction. Je suis seul. Et je ne suis même pas employé de Durand Fields. » Il hocha la tête. « Justement, vous ne portez pas encore les automatismes de notre système. Ce que je vous propose, c'est un rôle à bâtir. Nous pouvons officialiser votre statut plus tard. Pour le moment, vous travaillerez en autonomie avec un budget étendu, accès à certains services internes et un espace dédié. Vous montrez votre propre équipe. Mais je veux votre promesse sur un point. Pas de compromis avec la logique de façade. Ce département ne sera pas un alibi social. Il devra produire du réel. » Camille resta silencieuse. Tout cela semblait irréel. Une telle confiance, un tel espace d'expression, sans même passer par les circuits hiérarchiques. C'était risqué. Et pourtant, chaque fibre de son corps lui disait que c'était là sa place. « Vous me testez encore ? Non. Je vous offre une chance de construire ce que personne ne nous laisserait construire autrement. Mais je le redis, ce n'est pas une faveur. Si vous échouez, ce projet sera enterré sans bruit. Et vous ne recevrez aucun blâme, mais aucune seconde tentative non plus. » Elle réfléchit longuement, puis calmement. « D'accord, mais à une autre condition. » Il arqua un sourcil intrigué. « Je veux que ce que nous construisons soit soumis aux mêmes exigences que n'importe quel autre département. Évaluation, rigueur, résultat. Pas de traitement spécial. » Il acquiesça sans hésiter. Exigence acceptée. Ils trinquèrent à l'eau plate, comme deux partenaires concluant un pacte en silence. Camille repartit ce jour-là avec une nouvelle mission, une orientation claire et une liberté rare. Elle n'avait pas encore de bureau, ni de carte de visite, ni même de titre officiel. Mais elle avait une responsabilité qu'aucun contrat n'aurait pu formaliser. Elle ne se battait plus pour être reconnue. Elle bâtissait une réalité, une autre voie. Les couloirs du siège de Durand Fields étaient larges, lumineux, bordés de parois vitrées qui laissaient tout voir sans rien dévoiler. Chaque bureau, chaque salle de réunion semblait appartenir à un monde régi par des codes implicites, une chorégraphie professionnelle où tout était millimétré. Les pauses café, les poignées de main, les silences. Dès son premier jour dans ces locaux, Camille sentit que sa présence n'était pas neutre. Elle n'avait pas encore de titre, pas de badge officiel, pas d'introduction publique. Elle passait par une porte dérobée, un accès réservé aux invités ou aux prestataires externes. Pourtant, elle avait désormais un bureau modeste, à l'étage intermédiaire, une pièce rectangulaire entre deux départements techniques sans nom sur la porte. Les quelques employés qu'elle croisait chaque matin lui adressèrent des regards curieux, parfois neutres, souvent chargés d'interrogations. Elle entendait des murmures discrets derrière les cloisons de verre. Il était évident qu'on parlait d'elle. Une jeune inconnue, arrivée sans annonce officielle, affectée à un étage sensible, en lien direct avec Étienne Durand. La rumeur allait vite. Certains pensaient qu'elle était une protégée. D'autres supposaient qu'elle cachait un lien de parenté ou une faveur personnelle.
Aucune de ces hypothèses n'était vraie, mais Camille savait qu'aucune explication n'aurait suffi à dissiper ce climat de méfiance. Elle décida donc de ne pas chercher à se justifier. Elle se concentra sur son travail, installa ses croquis, afficha au mur les premiers plans de son projet pilote, organisa ses journées entre recherches, visites de partenaires et réunions discrètes avec Étienne. Ce dernier lui avait conseillé de rester en retrait, de ne pas chercher la reconnaissance immédiate, mais de produire. Les murs tombent quand on pose les bonnes fondations, avait-il dit. Mais la réalité, c'était que cette invisibilité choisie devenait pesante. Les équipes de design la contournaient. Les invitations aux réunions générales ne lui étaient pas envoyées. Certains documents internes lui étaient refusés sous prétexte de confidentialité. Camille tenta d'ouvrir le dialogue avec quelques chefs de projet. Elle proposa une réunion de présentation, une séance d'échange d'idées, mais les réponses furent vagues, les prétextes nombreux. Pas le bon moment. Agenda déjà trop chargé. Il faudrait voir ça avec la direction. Elle comprit rapidement que le problème n'était pas personnel. Il était structurel. Elle ne faisait pas partie du moule. Elle n'était pas issue des mêmes écoles, n'avait pas les mêmes codes. Et surtout, elle n'était pas passée par les filtres internes habituels. Dans une entreprise aussi hiérarchisée, cette position marginale dérangeait. Elle incarnait une anomalie. Et dans un système où l'ordre prévaut, toute anomalie est perçue comme une menace. Un jour, elle entra dans la salle commune pour préparer un café. 3 employés s'y trouvèrent déjà. À son arrivée, l'un d'eux baissa la voix. Un autre sortit ostensiblement. Le troisième la salua brièvement, sans sourire. Elle fit mine de ne rien remarquer, se servit, puis s'assit à une table en consultant un dossier. Mais elle entendit quelques mots échapper d'un coin de bouche. « Elle est là grâce au vieux. On ne sait même pas ce qu'elle fait là, toujours en train de jouer à la petite génie. » Camille sentit une tension monter en elle. Ce n'était pas la première fois qu'elle affrontait le jugement, mais ici, il prenait une forme plus insidieuse, plus silencieuse, difficile à confronter. Elle n'avait pas les moyens de riposter, ni l'autorité pour imposer sa place. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était continuer à travailler. Mais elle savait qu'à ce rythme, même ses efforts finiraient par être ignorés. Ce soir-là, elle resta tard dans son bureau. Elle étala sur la table les plans de sa proposition initiale. Un système de mobilier scolaire modulaire, pensé pour les écoles publiques à faibles ressources. Chaque élément devait être transportable, assemblable sans outils complexes et fabriqué à partir de matériaux recyclés. L'objectif était double. Offrir une solution fonctionnelle aux établissements oubliés et démontrer qu'un design responsable pouvait s'ancrer dans le réel, pas seulement dans les salons professionnels. Mais plus elle avançait, plus elle sentait le poids du scepticisme l'entourer. Même Étienne, bien que toujours soutenant, restait distant dans ses interventions. Il observait sans interférer, fidèle à sa méthode. Elle comprenait qu'il voulait la voir se battre seule. Mais elle craignait que cette autonomie se transforme en isolement. Un matin, elle reçut un message anonyme glissé sous sa porte. « Ce que vous faites ne sert à rien. Le projet sera enterré comme tous les autres. Personne ne s'en souviendra. » Elle le lut, le plia soigneusement et le rangea dans un tiroir. Ce n'était pas la première tentative de déstabilisation, mais celle-ci était la plus frontale. Pourtant, elle ne céda pas à la colère. Elle décida, au contraire, d'intensifier ses efforts. Elle contacta un établissement scolaire dans le Val-de-Marne, un collège en difficulté qu'elle connaissait depuis ses années étudiantes. Elle leur proposa de tester un premier prototype, sans contrepartie. L'équipe pédagogique accepta avec enthousiasme. Elle organisa elle-même la logistique, utilisa une partie du budget que lui avait alloué Étienne, fit appel à un artisan de Montreuil pour la fabrication rapide de 2 modèles de tables et de bancs. En une semaine, elle livra le matériel et assista à l'installation. Les photos des élèves utilisant le mobilier lui donnèrent une clarté qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps. Ce n'était pas parfait. Les finitions laissaient à désirer. Le confort devait être amélioré. Mais le principe fonctionnait, les enseignants étaient satisfaits, les élèves intrigués, curieux. Et pour Camille, c'était l'unique validation qui comptait. Elle prépara un rapport détaillé, joignit les retours des enseignants, ajouta des photos et l'envoya à Étienne avec pour objet « Premier test, phase interminée ». Aucune réponse dans la journée, ni le lendemain, ni celui d'après. Pendant 3 jours, elle travailla dans un silence glacial, à peine salué par ses collègues,
traitée comme une présence dérangeante. Puis, un vendredi matin, elle reçut un message interne. Réunion exceptionnelle. Salle principale, 14 heures. Elle y alla sans illusion, s'attendant à une convocation disciplinaire ou pire, à une éviction discrète. Mais lorsqu'elle entra dans la salle, elle découvrit Étienne déjà installé, entouré de plusieurs responsables de département. Tous regardaient un écran où s'affichaient les images du projet pilote dans le collège du Val-de-Marne. Camille comprit à ce moment précis que malgré les regards en biais, les silences pesants, les exclusions informelles, son travail avait commencé à fissurer les murs invisibles. Et que peut-être, elle n'était plus aussi seule qu'elle le pensait. Le silence qui régna dans la salle de réunion pendant les premières minutes fut plus éloquent que n'importe quelle réaction. Les visages alignés autour de la table regardèrent les images projetées sans commenter. Certains les parcouraient du regard sans émotion apparente. D'autres échangèrent des regards entre eux, scrutant autant les prototypes que Camille elle-même. Étienne Durand restait en retrait, bras croisés, observant. Ce n'était pas une réunion traditionnelle. Aucune introduction, aucun ordre du jour, aucun titre n'avait été donné. Le seul élément concret dans la pièce, c'était le travail de Camille, exposé à découvert. Elle ne s'était pas préparée à parler, pensant qu'elle ne serait qu'une spectatrice. Pourtant, après quelques instants, Étienne tourna la tête vers elle et dit simplement « Présentez votre démarche ». Sans réfléchir, elle se leva. Ses mains étaient légèrement tremblantes, mais sa voix, quand elle commença à parler, était claire. Le mobilier que vous voyez ici a été conçu à partir d'un double constat. D'abord celui de l'encombrement. Beaucoup d'écoles publiques, en particulier dans les zones rurales ou en zones prioritaires, manquent d'espaces adaptables. Ensuite, celui de la pénurie. Le mobilier est souvent vétuste, cassé, parfois inutilisable. L'idée était donc de créer un système modulaire, transportable, à coût réduit, produit localement, et adaptable en fonction des besoins. Elle fit défiler les images, expliquant comment les bancs pouvaient être empilés pour gagner de la place, comment les matériaux recyclés avaient été choisis en fonction de leur durabilité, comment les artisans locaux avaient été impliqués dans la production. Ce n'est pas un produit fini, conclut-elle. Ce n'est pas encore une solution complète, mais c'est une première itération, construite à partir de la réalité du terrain. Une des responsables marketing prit la parole, le ton neutre. Ce type de projet a-t-il un potentiel de rentabilité? Camille soutint son regard. Pas selon les critères classiques, mais il a un potentiel d'impact social. Et l'image de Durand & Fields peut y gagner en crédibilité, en engagement, en authenticité. Ce projet ne doit pas être un produit commercial. Il peut devenir une initiative pilote pour réintégrer le design dans des zones qu'on ignore depuis trop longtemps. Un silence suivit. Puis un autre responsable, plus jeune, demanda « Qu'est-ce qui vous a inspiré précisément? Ce type de projet n'est pas habituel ici. » Camille prit une grande inspiration. Elle savait que sa réponse serait personnelle. « Je viens d'un village normand. Dans mon école, il y avait des tables bancales, des chaises réparées avec du fil de fer. Mon premier souvenir de design, c'est un professeur qui avait inventé une façon de fixer des dossiers avec des sangles en cuir récupérées. À l'époque, je ne savais pas que c'était du design, c'était juste de la débrouille. Ce projet, c'est une manière de retourner à cette source-là, de concevoir à partir de la contrainte, pas du luxe. » Les visages changèrent lentement. Ce n'était plus seulement une présentation, c'était un témoignage, une mise à nu. Étienne la regardait avec attention. Il ne souriait pas, il ne parlait pas, il écoutait. La réunion s'acheva sans conclusion officielle. Pas de validation, pas de refus. Seulement un merci murmuré par Étienne en la raccompagnant hors de la salle. Mais pour Camille, cela suffisait. Elle avait parlé, et elle savait que les mots avaient touché, même si personne ne l'avouait encore. Les jours suivants furent à la fois calmes et intenses. Elle reprit son travail, réorganisa son espace, continua à collaborer avec les ateliers partenaires, mais quelque chose avait changé. On ne l'évitait plus dans les couloirs. Les regards étaient encore distants, mais moins hostiles. Quelques collègues passèrent devant son bureau, certains lui adressant un léger signe de tête. Une assistante vint même lui demander des précisions sur un des croquis affichés. Ce n'était pas encore l'intégration, mais c'était un mouvement, un frémissement. Elle en parla peu avec Étienne. Il la laissait évoluer à son rythme. Mais un soir, il lui envoya un message court, « Très bonne première impression ».
continuer. Pas de formule, pas de commentaires superflus, juste ce qu'il fallait. Camille se concentra sur la version 2 du projet. Elle modifia certaines dimensions, introduisit de nouvelles charnières pour faciliter le montage, ajouta un système de rangement intégré. Elle retourna au collège test, observa les réactions, nota les critiques. Puis elle élargit le cercle. Grâce aux bouche à oreille, 2 autres établissements prirent contact. Elle leur proposa une phase de test. Elle fit fabriquer 6 nouveaux ensembles, répartis sur 3 écoles. Les retours furent encore plus intéressants. Les élèves s'appropriaient les objets. Certains les déplaçaient, les réorganisaient, leur donnaient de nouveaux usages. Un professeur lui confia que les élèves s'asseyaient mieux depuis l'arrivée du nouveau mobilier. Cela la toucha profondément. Elle documenta tout, prépara un second rapport, bien plus dense, structuré, illustré. Elle y ajouta une section de témoignages. Le tout formait un document de 48 pages. Lorsqu'elle l'envoya à Étienne, elle y joignit une simple phrase. « Voici ce que nous avons bâti avec 3 matériaux, 2 ateliers et 0 comité exécutif. » Quelques jours plus tard, il la convoqua dans une salle de réunion plus petite, intime. À sa grande surprise, il n'était pas seul. 3 autres personnes étaient représentées, une femme de la direction opérationnelle, un homme du département innovation et un juriste. Étienne prit la parole. « Ce que vous avez accompli est une base solide. Nous avons étudié vos données et nous pensons qu'il est temps de présenter ce projet en interne lors du prochain événement trimestriel. Vous aurez 15 minutes devant tout le personnel, sans slide, sans vidéo, juste vous, votre voix, vos prototypes. » Camille comprit immédiatement la portée de cette décision. Ce n'était pas une simple validation, c'était une exposition publique. Elle serait visible, elle serait jugée, mais elle serait aussi entendue. « Vous acceptez ?» demanda Étienne. Elle répondit sans hésiter. « Oui », il acquiesça. « Très bien, préparez-vous. Ce ne sera pas facile, mais ce sera décisif. » Camille repartit de cette réunion avec une tension dans le ventre qu'elle n'avait pas ressentie depuis son arrivée à Paris. Cette fois, ce n'était pas une promesse, c'était un défi, un moment où tout pouvait basculer. Elle savait que les regards allaient être lourds, que certains espéraient encore son échec. Mais elle ne craignait plus le doute. Elle avait bâti quelque chose à partir de ce qu'elle connaissait. Le manque, l'ingéniosité, l'écoute. Et cela, personne ne pouvait le lui enlever. Les jours qui précédèrent l'événement trimestriel prirent une dimension étrange pour Camille. Chaque minute semblait s'allonger dans l'attente silencieuse de ce moment unique qui allait, d'une manière ou d'une autre, redéfinir sa place au sein de Durand & Fils. Elle travaillait d'arrache-pied pour affiner son discours, non pas pour séduire, mais pour être entendue. Elle savait qu'elle n'aurait pas de seconde chance. Pas dans ce contexte, pas dans cette entreprise. L'équipe communication lui avait transmis les consignes. Pas de présentation numérique, pas d'artifice, pas de mise en scène. 15 minutes, seule, face à une centaine de collaborateurs, cadres, directeurs, assistants et techniciens. Tous ceux qui jusque-là l'avaient regardée avec distance ou indifférence seraient là dans la même pièce, attentifs ou non, sceptiques ou non. Et elle, au centre, avec pour seule arme ses mots et ses prototypes. Elle passa plusieurs nuits à réviser. Pas pour apprendre par cœur, mais pour trouver la forme juste, la structure qui donnerait à son intervention un rythme naturel. Elle rejeta les effets de style, les tournures brillantes. Elle opta pour la sincérité. Parler de là d'où elle venait, de ce qu'elle avait vu, de ce qu'elle avait fait. Rien de plus, rien de moins. La veille de l'événement, elle se rendit à l'entrepôt où étaient entreposés les prototypes. 3 bancs, 2 tables, une armoire modulaire, tous fabriqués à la main, tous testés dans des écoles publiques. Elle vérifia chaque pièce, resserra des vis, corrigea des irrégularités. Elle voulait qu'aucun détail ne puisse trahir l'effort investi. Elle fit charger le matériel sur une petite camionnette, louée par le service logistique, et donna les consignes pour l'installation. Le tout devait être placé sur scène 1 heure avant le début de la présentation. Elle confirma l'horaire, l'adresse, et repartit, le cœur lourd mais la tête claire. Le lendemain, elle arriva à l'espace de conférence à 8 heures du matin. L'événement était prévu pour 10 heures. Les locaux, situés dans une ancienne usine réhabilitée du 11e arrondissement, étaient vastes, minimalistes, baignés de lumière naturelle. Des panneaux blancs portaient le logo de Durand & Fils en relief. À l'intérieur,
Des rangées de chaises parfaitement alignées faisaient face à une scène sobre, surélevée d'1 mètre. À l'arrière, un écran géant pour les intervenants officiels qui, eux, disposeraient de supports visuels. Mais pour Camille, il n'y aurait que les prototypes. Elle entra dans la salle de stockage pour vérifier la livraison. Et c'est là que tout bascula. Les caisses étaient bien là, mais ouvertes. Les pièces avaient été déplacées. 2 bancs étaient rayés. La table principale avait une fissure sur le plateau. L'armoire, démontée, ne contenait plus les vis de fixation. Le plus inquiétant était que les éléments numériques qu'elle avait laissés dans une clé USB pour sa propre documentation avaient disparu. Aucun employé sur place ne semblait au courant. Les registres ne mentionnaient aucun mouvement particulier. Et le personnel logistique, contacté dans l'urgence, affirma qu'aucun changement n'avait été autorisé. Elle comprit immédiatement. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un, quelque part, avait tenté de saboter sa présentation. Ce n'était pas une erreur de manutention. C'était une volonté délibérée de la faire échouer. Il n'y avait aucune preuve directe, mais elle reconnaissait là la continuité des regards hostiles, des silences pesants, des murmures entendus dans les couloirs. On voulait l'écarter sans fracas, la faire disparaître sans jamais avoir à prononcer son nom. Elle se permit un instant de vertige, le souffle court, le cœur qui cogne, la vision trouble, mais elle se reprit. Elle n'avait pas traversé tout cela pour reculer maintenant. Elle retourna dans la salle principale, se fit prêter un tournevis et commença à réparer ce qu'elle pouvait. Elle remonta l'armoire seule, fixa les bancs avec ce qui lui restait de pièces de secours, plaça un tissu sur la fissure de la table. À 9h30, tout tenait debout. Pas parfait, mais debout. À 10h précises, la salle se remplit. Étienne entra sans un mot, s'installa au premier rang. Les autres cadres prirent place autour de lui. Le silence se fit. L'animateur annonça simplement « Nous accueillons à présent Camille Moreau pour une intervention hors programme ». Elle monta sur scène. Le micro lui fut tendu. Elle le prit, se posta au centre et respira. « Bonjour, je m'appelle Camille Moreau. Je ne suis pas ici en tant que responsable de département. Je ne suis pas ici au nom d'une équipe, ni d'un projet validé par le comité exécutif. Je suis ici parce que j'ai proposé une idée, qu'on m'a laissé développer à l'écart des circuits traditionnels. Ce que vous voyez derrière moi, ce sont les résultats concrets de cette idée. » Elle désigna les meubles, un par un, et raconta leur histoire, leur conception, leur fabrication, leurs tests sur le terrain, les écoles, les enfants, les enseignants. Elle ne récita rien. Elle raconta. Elle parla du manque, de l'inventivité, de la nécessité. Elle évoqua ses souvenirs d'enfance. L'improvisation constante, la débrouille érigée en méthode. Elle dit ce que personne ne disait dans ses murs, que le design pouvait être utile, accessible, et qu'il ne devait pas être l'apanage des élites. Elle vit dans le public des sourcils qui se haussaient, des bras qui se croisaient, des visages fermés, mais aussi des regards qui s'ouvraient, des expressions qui changeaient. Puis, à la fin, elle marqua une pause. Je devais avoir des images, des vidéos, des données. Elles ont disparu ce matin. Mon matériel a été abîmé. Je ne sais pas par qui. Je ne saurai probablement jamais. Mais cela ne m'empêche pas d'être ici. Parce que ces objets, même imparfaits, même usés, sont la preuve que cela fonctionne. Un silence. Un vrai. Puis une main se leva. Étienne. Il se leva sans micro, fit un pas vers la scène et dit simplement « Ce que vous venez de faire, mademoiselle Moreau, est ce que j'appelle du courage. À partir d'aujourd'hui, ce projet entre officiellement dans notre programme d'innovation sociale et je veux que vous en restiez la tête. » Il se tourna vers la salle. Que cela plaise ou non. Camille ne sourit pas. Elle ne pleura pas. Elle ne s'effondra pas. Elle resta droite. Elle avait tenu, elle avait fait face et elle avait gagné. Pas contre les autres, contre le doute, contre l'invisibilité, contre la peur de ne pas être légitime. Ce jour-là, ce ne fut pas la reconnaissance qui la bouleversa. Ce fut de savoir que malgré tout, elle avait continué. Après le silence suspendu qui suivit l'intervention d'Étienne Durand, la salle éclata dans un tonnerre d'applaudissements. Il n'y avait pas d'effusion théâtrale, pas de démonstration exagérée, mais une intensité collective, comme si chacun comprenait que quelque chose d'inhabituel venait de se produire sous ses yeux. Dans les rangs, certains cadres restaient immobiles, bras croisés, fixant la scène avec une neutralité obstinée.
Mais la majorité des présents se leva. Les assistants techniques, les jeunes embauchés, les employés de l'atelier central, tous battèrent des mains avec une sincérité palpable. Camille, debout, le micro encore en main, ne souriait pas. Elle ne faisait pas de geste. Elle regardait l'assemblée sans triomphe, juste avec la force calme de celle qui savait que cette victoire ne venait pas de l'éclat, mais de l'endurance. Étienne monta sur scène, se tint à ses côtés et pour la première fois, posa une main sur son épaule. Ce geste simple, presque solennel, fut plus éloquent qu'un discours. Il prit ensuite la parole. Ce projet n'est pas une exception. Il n'est pas une faveur. Il est la preuve qu'il existe d'autres façons de concevoir, de produire, de distribuer. À compter d'aujourd'hui, nous allons intégrer ce programme dans la structure officielle de l'entreprise. Il bénéficiera d'un budget propre, d'une équipe dédiée et d'une visibilité à part entière. J'ai nommé Camille Moreau responsable de son développement. Elle sera rattachée directement à la direction générale. Et je vous demande à tous de collaborer avec elle comme vous le feriez avec n'importe quel autre département. Il ne laissa aucune place à la contestation. La décision était prise. Claire, ferme, irréversible. Dès la sortie de la salle, les changements commencèrent à se faire sentir. Plusieurs responsables de pôle vinrent lui serrer la main. Certains avec chaleur, d'autres avec réserve, mais tous avec un minimum de respect que Camille n'avait encore jamais perçu auparavant. Elle reçut une invitation à participer à la prochaine réunion stratégique. Une équipe technique lui proposa un espace de prototypage plus grand. Un jeune développeur de la cellule numérique l'aborda pour lui offrir de créer un outil de suivi des usages du mobilier testé dans les écoles. Mais la plus grande transformation fut intérieure. Camille ne cherchait plus à prouver sa valeur. Elle l'exerçait simplement. Elle savait désormais que son parcours, sa démarche et son regard portaient une force que personne ne pouvait plus ignorer. Elle retourna dans son bureau avec une concentration redoublée. Non pas par pression ou peur de décevoir, mais par volonté d'accomplir ce qu'elle avait toujours voulu faire, concevoir pour ceux qu'on ne regardait jamais. Durant les semaines suivantes, elle mit sur pied une première version élargie de son programme. Elle structura les axes de développement: mobilier scolaire modulaire, kits d'autonomie pour écoles en situation de crise, outils pédagogiques fabriqués à partir de matériaux locaux. Elle organisa des rencontres avec des enseignants, des directeurs d'école, des élèves, des parents. Elle ne voulait pas imposer une solution abstraite, mais co-construire à partir des usages réels. Le premier contrat officiel fut signé avec une mairie de banlieue, intéressée par l'implantation d'un module de classe mobile pour des écoles en rénovation. Camille coordonna le chantier, recruta une équipe réduite, composée de jeunes designers sortis d'écoles secondaires et d'artisans indépendants. Elle refusa les grands cabinets de consultants. Elle voulait de l'agilité, de la proximité, de la vérité. Le module fut livré en 4 semaines. Fonctionnel, démontable, résistant, économique. Et surtout adapté. La presse spécialisée commença à s'y intéresser. Un article fut publié dans un magazine d'architecture sociale, puis un autre dans un journal économique. La communication interne de Durand & Fils organisa une interview vidéo de Camille, diffusée sur les réseaux professionnels de l'entreprise. On y voyait son visage concentré, ses mains feuilletant ses carnets, ses phrases précises, sans détour. Elle y parlait de mission, de pragmatisme, de dignité. Elle ne cherchait pas à incarner un modèle. Elle racontait simplement ce qu'elle faisait et pourquoi elle le faisait. Un matin, elle reçut un appel d'un directeur régional de l'éducation nationale. Il avait vu la vidéo. Il voulait organiser une rencontre. Il envisageait d'intégrer son mobilier dans un plan d'urgence pour les établissements les plus démunis. Camille prit le rendez-vous, non avec euphorie, mais avec la responsabilité nouvelle de savoir que son projet, initié dans l'ombre, allait désormais croiser les sphères institutionnelles. Dans l'entreprise, les comportements à son égard avaient changé. Les regards n'étaient plus les mêmes. On ne chuchotait plus sur son passage. On venait la consulter. Elle fut invitée à intervenir lors d'une formation interne sur l'innovation. Elle exposa ses principes. Penser à partir de l'usage, écouter avant de dessiner, refuser l'inutile, respecter l'environnement. Elle parlait debout, devant une salle pleine, avec la même voix posée que lors de sa première intervention. Elle n'avait rien oublié de ses débuts, rien refoulé. Elle ne masquait pas les obstacles, elle les intégrait à son récit. Étienne Durand la convia à déjeuner quelques semaines après le lancement officiel du pôle.
Ils s'assirent à leur table habituelle au Café des Lignes. Il l'observa avec un mélange d'admiration discrète et de sérénité. « Vous avez traversé l'épreuve, et vous avez construit quelque chose qui va durer. Je n'ai plus rien à vous enseigner, Camille. Vous êtes prête à aller où je ne peux plus aller. » Elle hocha la tête, reconnaissante. Il ajouta « Il viendra un moment où vous devrez prendre la relève. Pas seulement dans ce programme, dans l'entreprise. Je ne serai pas éternel. Et j'ai besoin de savoir que l'esprit avec lequel je l'ai fondé survivra à la forme qu'elle a prise. » Camille ne répondit pas tout de suite. Elle comprenait la portée de ces mots. Elle ne savait pas encore ce que cela impliquerait. Mais elle savait que la question ne se poserait plus en termes d'opportunité. Désormais, il s'agissait de responsabilité. Et ce jour-là, en quittant le café, elle repensa au banc de la petite place, à la chute du vieil homme, au foulard noué en écharpe. Elle n'avait rien prémédité. Elle avait juste agi. Et cette action isolée, presque anodine, avait ouvert une voie qu'aucune stratégie n'aurait pu tracer. Elle ne croyait pas aux signes, mais elle croyait aux décisions, et à celles qui changent tout, sans qu'on s'en rende compte. Le lundi suivant, à 8 heures du matin, Camille franchit les portes principales de Durand & Fields, non plus comme une silhouette marginale au contour flou, mais comme une dirigeante identifiée, pleinement intégrée à l'organigramme officiel. Son nom figurait désormais sur l'organigramme interne, dans la rubrique Direction de l'innovation sociale. Elle avait un bureau vitré au 3e étage, un espace de travail vaste, sobre, lumineux, qu'elle avait refusé de faire décorer par le service interne. Sur ces murs, on ne trouvait ni citations inspirantes, ni affiches de campagnes publicitaires passées. À la place des plans, des prototypes de matériaux, des croquis réalisés par des enfants lors des tests pilotes et quelques outils de fabrication accrochés comme des symboles de terrain. Les collaborateurs venèrent la voir directement, posèrent des questions, sollicitaient son avis. Certains avaient changé d'attitude du tout au tout. Ils parlaient avec respect, voire avec une certaine prudence, conscients qu'elle occupait désormais un espace qu'aucune structure hiérarchique n'avait prévu à l'origine. Elle n'en abusait pas. Elle continuait à arriver tôt, à répondre elle-même à ses courriels, à se rendre sur les sites de test, à discuter avec les équipes techniques comme elle l'avait toujours fait. Elle refusa de prendre un assistant personnel, préférant gérer son emploi du temps seule. Elle se disait que tout privilège ajouté l'éloignerait un peu plus de ceux pour qui elle concevait. Le pôle d'innovation sociale devint rapidement l'un des départements les plus cités dans les réunions de stratégie. Non pas pour ses résultats économiques, encore modestes, mais pour son potentiel symbolique. Il attirait des candidatures spontanées, des propositions de collaboration, des demandes de visite d'école, des invitations à des conférences. Le programme de mobilier scolaire modulaire fut validé pour une phase d'extension dans 10 nouvelles écoles réparties sur tout le territoire. Le ministère de l'Éducation nationale proposa un partenariat pour inclure le dispositif dans un appel à projet national. Camille accepta, à condition que l'indépendance de conception soit garantie. Les médias commencèrent à l'interroger régulièrement. Elle apparut dans des reportages sur l'innovation inclusive, dans des articles sur les jeunes leaders, dans des tribunes autour du design au service de la société. Mais elle refusait systématiquement les plateaux télévisés où l'on cherchait à transformer ses mots en slogans. Elle n'avait pas l'âme d'une icône, elle voulait agir, pas devenir un visage brandi comme une vitrine. À l'interne, elle mit en place un programme de mentorat destiné aux jeunes designers issus de milieux précaires. Le projet fut baptisé « Passerelle » et proposait des formations pratiques, des immersions dans des ateliers partenaires, ainsi qu'un accompagnement personnalisé. Elle refusa toute logique de compétition ou de sélection élitiste. Elle voulait que ces jeunes puissent expérimenter sans pression, comme elle-même aurait aimé en avoir l'occasion à ses débuts. Plusieurs d'entre eux, au bout de quelques mois, proposèrent des idées brillantes, dont certaines furent intégrées dans les projets pilotes. Camille continua à vivre dans le même appartement modeste, à quelques stations de métro du siège de l'entreprise. Elle n'avait pas changé de quartier, ni de rythme de vie. Elle faisait ses courses dans la même épicerie, buvait son café dans le même bistrot anonyme du coin, saluait les voisins qu'elle croisait depuis des années. Quand on lui demandait pourquoi elle n'avait pas déménagé, elle répondait qu'elle avait besoin de sentir le réel sous ses pieds, que c'est là qu'elle puisait sa clarté. Elle ne parlait presque jamais de son parcours au personnel. Peu savaient que son entrée chez Durand & Fields s'était jouée sur une décision prise dans une rue, en aidant un homme à se relever.
Étienne n'avait jamais évoqué cet épisode publiquement. Il estimait, à juste titre, que ce genre d'histoire, lorsqu'elle devient récit, perd de sa vérité. Ce lien entre eux était demeuré discret, tissé de respect, d'écoute et d'une complicité professionnelle rare. Il ne l'appelait plus pour lui dicter quoi faire. Il lui demandait son avis. Il la consultait sur des orientations générales. Et parfois, il se contentait de l'écouter parler de ses doutes, de ses hésitations. Elle était devenue son contrepoids, sa conscience externe, celle qui rappelait sans cesse l'humain derrière la stratégie. Un soir, après une longue journée de réunions et de visites de terrain, Camille resta seule dans son bureau, la lumière tamisée, la ville clignotant derrière les vitres. Elle relut les notes de terrain prises dans l'une des écoles récemment intégrées au programme. Une institutrice y décrivait comment les enfants s'étaient appropriés les nouveaux modules de travail, en les retournant, en les empilant, en les utilisant comme scènes de théâtre improvisées. Elle nota dans la marge « Un bon design est celui que l'on détourne naturellement ». Elle posa son stylo, fixa le mur où était accroché un croquis ancien de son carnet personnel. Il représentait un bureau compact, fait pour les petits espaces, pensé pour les enfants qui partagent leur chambre avec 3 frères et sœurs. Ce dessin, elle l'avait fait des années plus tôt dans une salle de lecture de bibliothèque municipale. À l'époque, elle rêvait seulement de pouvoir entrer dans un atelier. Aujourd'hui, elle dirigeait l'un des pôles les plus singuliers de Durand & Fields. Mais rien ne l'avait rendue arrogante. Elle connaissait la fragilité de toute position. Elle savait que les équilibres pouvaient basculer, que les soutiens pouvaient se dissiper, que les projets pouvaient être repris, modifiés, déformés. Ce qui la protégeait, ce n'était ni son statut, ni son nom, ni son lien avec Étienne. C'était son travail, son intégrité, sa capacité à rester fidèle à une éthique que rien, pas même la réussite, ne devait compromettre. Le lendemain, elle devait prendre la parole dans une conférence sur le design utile à l'université de Nanterre. Elle avait déjà son intervention en tête. Elle ne parlerait pas de stratégie ni de chiffres. Elle raconterait simplement ce qu'elle avait vu dans les écoles, ce que les enfants lui avaient appris et pourquoi le design, sans écoute, n'était que forme vide. Elle terminerait sur une phrase simple qu'elle avait écrite dans un carnet des mois auparavant. « On ne dessine pas pour les autres, on dessine avec eux. » Et c'est sur cette conviction qu'elle continuait chaque jour à avancer. Le matin était doux lorsqu'elle prit le chemin de la petite place où tout avait commencé. Les arbres y diffusaient une lumière tamisée, la brise était légère et la ville semblait respirer paisiblement. Camille n'était pas pressée ni fébrile. À 29 ans, elle avait traversé des mois d'incertitude, de rébellion, de création, et ce retour était d'une certaine manière une boucle complète. Elle portait sur les épaules une nouvelle assurance discrète, celle de savoir que ses actions, ses choix, avaient conduit à quelque chose de tangible. Elle arriva près du banc où l'avait rencontré le professeur autrefois inconnu. Le vieil homme n'y était pas, bien sûr, mais l'endroit résonnait de mémoire. Elle posa tout au bord du banc, son carnet toujours ouvert à la dernière page, qui portait un croquis d'un futur projet en cours. La carte de visite de Durand & Fields, désormais l'un de ses symboles silencieux, et un petit plateau en bois fabriqué par un artisan local, prototype d'un nouvel objet modulaire pensé pour les écoles rurales. Ce plateau symbolisait un prolongement de ce que le mobilier scolaire avait incarné, un objet simple, utile, né d'une attention modeste. Elle resta quelques instants, les yeux fermés, respirant l'air. Elle pensait aux centaines d'heures passées à convaincre, à fabriquer, à corriger, à adapter. Elle pensait à ses débuts, à la Normandie, au café qu'il avait vu dessiner, au regard des enseignants, au visage des enfants. Et surtout, elle pensait à ce geste du départ, tendre la main à un homme tombé sans savoir qui il était, geste qui avait déclenché une chaîne presque invisible, mais irréversible. Elle entendit un bruit léger. En levant les yeux, elle aperçut un journaliste local, appareil en main. Il avait repéré le plateau et l'avait pris en photo, en retrait, curieux. Elle ne broncha pas. Le journaliste s'approcha et demanda doucement « Pardon, mademoiselle, est-ce votre création ?» Camille hésita une fraction de seconde puis répondit calmement « Oui, c'est le premier modèle d'un projet d'aménagement modulaire pour les écoles rurales. » Il inscrivit quelques notes, sourit. La légende apparaîtrait plus tard sur un réseau social. La nouvelle responsable de l'innovation sociale de Durand & Fields semble croire que caractère ne s'apprend pas dans les bureaux. Camille sourit légèrement, sans ironie, sans spectacle.
Elle reprit son carnet et poursuivit un nouveau dessin, un dispositif portatif pour créer des zones d'ombre en extérieur, pour permettre aux enfants de travailler même en plein soleil, un accessoire simple, modulaire, recyclé. Elle dessina plusieurs lignes, se perdit dans le mouvement, dans la forme, et soudain elle comprit que son prochain projet naissait là, dans ce dessin spontané, sous le regard silencieux de la ville, sur ce banc où tout avait basculé. Elle avait désormais un rôle, une légitimité, une responsabilité. Mais ce qu'elle voulait croire et faire vivre, c'était que chaque geste, même le plus petit, pouvait déclencher un changement. Elle se leva, rassembla ses affaires et quitta la place. Sans se retourner, mais en partant avec la certitude qu'elle revenait, non plus comme une passante, mais comme quelqu'un qui trace une route,